Vous écoutez Bubble. La marche, le langage, la diversification, laissez-moi deviner. Ce que l'on appelle les stades d'éveil de l'enfant n'ont plus de secret pour vous depuis que ce petit être charmant est entré dans votre vie. Mais qu'en est-il des stades d'éveil du parent ? Car on ne naît pas parent, on le devient en accompagnant pas à pas nos petits. Nous découvrons alors en nous des richesses parfois insoupçonnées, patience, humour, enthousiasme, mais aussi des faiblesses et des émotions contradictoires, des craintes à fleur de peau et la peur de mal faire, bien des choses à dompter pour avancer. Ce podcast vous invite à identifier ces grandes étapes de vie qui font de vous des parents et à comprendre que vous n'êtes pas les seuls ni les premiers à les vivre, que l'expérience des autres peut vous aider et qu'il est primordial de choisir votre chemin de parentalité, celui qui, en conscience, vous permettra de vous épanouir et de renforcer votre infini potentiel de parent. Je suis Kim de la Bubble Team, vous écoutez L'écho des berceaux, un podcast du magazine Bubble et nous sommes très fiers parce que ce podcast est soutenu par Oxybul et Veille et Jeux, la marque française qui depuis plus de 25 ans accompagne les talents de chaque enfant et ceux de leurs parents. Dans cet épisode, pas de blabla, mais beaucoup de mama, papa et autres mots que souvent seuls les parents comprennent. Les tout premiers mots de nos bébés. Pour nous accompagner, vous le savez désormais, Aurélie Calais, psychologue clinicienne et coach parental, auteure des livres « Je ne veux pas » et « Je ne dors pas » aux éditions de Books Supérieur et co-créatrice avec Clémence Pompsy du cabinet Kids et Family. Aurélie, bonjour. Bonjour Kim. Aurélie, on parle donc des premiers mots de bébé, ceux qui nous mettent les larmes aux yeux et le sourire aux lèvres, mais il faut rappeler qu'évidemment la communication ne commence pas avec les mots. Ça fait des mois en fait, depuis ces premières minutes de vie, que bébé nous charme avec des regards, des sourires. Qu'est-ce que ces mots vont changer ? Pourquoi ces premiers mots remuent tant d'émotions chez les parents ? C'est vrai que les premiers mots, c'est hyper émouvant, d'autant que très souvent, les premiers, c'est maman ou papa. Donc, c'est vrai que ça, dans le cœur d'un parent, c'est un grand moment, surtout quand ça fait des mois qu'on entend. Voilà, c'est un peu comme les premiers pas, quoi. C'est un moment fort. Est-ce que ces premiers mots matérialisent finalement un premier accomplissement pour les parents ? Ils ont enfin une preuve tangible qu'ils sont bien en train de transmettre quelque chose à leurs enfants, notamment le langage. Je sais même pas si c'est vraiment une histoire de transmission, mais en tous les cas, je pense que ça rassure les parents, encore plus pour ceux pour qui le langage met un petit peu plus de temps. C'est vrai que quand il y a les premiers mots, les premiers échanges, les parents qui étaient un petit peu inquiets d'un éventuel retard, ça les rassure. Alors, chaque enfant a sa propre manière de se lancer dans le langage, hein. Les temps des uns, on l'a dit, sont pas les temps des autres. Ils sont très différents. Aujourd'hui, on parle de bébés qui ont entre 12 et 15 mois. Alors, vraiment, il faut le dire aux parents, il faut pas s'inquiéter. Les bébés vont chacun à leur rythme. Y a rien d'alarmant si un bébé à 12 mois ne parle pas, n'est-ce pas ? Non, tout à fait. Il y a des enfants, on dit oui que c'est entre 12 et 16 mois. Ça va être des mots simples, en général de 2 syllabes. Mais une fois de plus, c'est pour ça que moi je trouve que pour les jeunes parents, ces histoires de tranches d'âge, aussi bien pour les dents que pour la marche, que la posture assise, voilà, il faut pas que ça vous stresse et que vous soyez vraiment à observer ces phases en vous disant il est en retard ou il est très en avance. Voilà, chacun son rythme. On sait qu'un enfant qui est énormément dans le moteur, qui est à fond dans la marche, lui va peut-être parler plus tard. Ils ne peuvent pas être sur 2 inquisitions très importantes au même moment. Donc il y en a, ils vont privilégier l'une plus que l'autre. Ça c'est avéré. Il peut pas y avoir 2 apprentissages en même temps ? C'est-à-dire que ça sera soit la marche, soit le langage ? Exactement. Si jamais là, il est à fond dans le moteur, il va mettre toute son énergie sur ça et il y a peu de chances qu'il fasse ses premiers mots au même moment qu'il va marcher. Aurélie, est-ce qu'on peut revenir sur ces grandes étapes malgré tout de l'acquisition du langage ? Il y a plusieurs phases. Il y a une toute première phase de babillage où vraiment en fait c'est juste des sons qui sortent de la bouche du bébé. Ensuite, tout ça c'est avant 1 an. On parle donc de ce babillage. Vers 1 an, il y a des mots qui arrivent. Parfois on les reconnaît pas toujours, mais voilà, il s'agit déjà de mots. On va entendre biberon ou bibi ou chien ou donne ou voilà. Et puis entre 18 mois et 2 ans,
on va avoir des associations de mots. C'est des pré-phrases, papa maison par exemple. Et puis c'est vers 2 ans qu'arrivent les premières phrases avec un sujet, un verbe, un complément. C'est bien comme ça que ça se déroule, c'est comme ça que ça arrive le langage? Ouais, bravo, c'est exactement ça. Et je pense que la période qui est un petit peu la où on est le plus dans l'interaction, c'est effectivement le 18-24 mois, où là les enfants arrivent à nommer des actions. Maman partie, maman vient, manger, boire, enfin voilà, ils arrivent vraiment à nommer des choses qu'ils veulent faire ou qu'ils vont faire. Donc ça, et en général, c'est à peu près à 2 mots. Donc en tout cas, on a l'impression qu'on arrive à comprendre en fait ce qu'ils veulent, ce qu'ils nous disent. Donc ça, c'est vraiment chouette. Alors chez certains enfants, Aurélie, on a l'impression que le langage jaillit, qu'il n'y avait rien du tout, puis d'un coup, ça sort. Comment ça se passe? Est-ce que c'est parce qu'ils ont emmagasiné énormément de choses, qu'ils nous ont observés, qu'ils nous ont regardés, et que d'un coup, ça a maturé et ça se déclenche? Oui, c'est vrai qu'il y a des enfants chez qui c'est assez impressionnant où des parents peuvent être très inquiets en disant il ne dit pas un mot, ça fait quand même ça met quand même beaucoup de temps à se mettre en place, ça m'inquiète. Et c'est des enfants, il y en a certains qui ne vont pas du tout passer par ce qu'on appelle le langage bébé. Par contre, qui sont extrêmement observateurs, qu'enregistrent tout, qu'apprennent tout, et le jour où ils parlent bien, ils ne passent pas par le langage bébé. Donc ceux-là, c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre parce qu'on les entend pas parler, et puis d'un seul coup, ils font des vraies phrases et ils parlent avec des mots assez élaborés et tout ça, mais il y en a qui vont faire du langage bébé très tôt où seuls les parents peuvent comprendre ce qu'ils disent et d'autres qui disent rien, et d'un seul coup, hop, ça va être un langage élaboré. C'est plus perturbant pour les parents, ça? C'est étonnant, quoi. Oui, ça fait un peu comme la publicité, vous savez, on voit les petits qui dansent comme des grands, là. Oui, je vois bien. Est-ce que, qu'est-ce que c'est? Alors, dans ce podcast, on s'intéresse à ce que ces phases du développement de l'enfant provoquent chez les parents. Qu'est-ce que ça provoque, cette arrivée du langage? Est-ce que, euh, est-ce que c'est par exemple une période où les parents vont s'interroger sur ce qu'ils, on a parlé de transmission au début, mais sur ce qu'ils transmettent en fait parfois des tics de langage, des gros mots, le fait de parler fort ou de parler très bas, ça peut sauter aux yeux quand on voit bébé le reproduire. Est-ce que finalement toute la famille se retrouve pas un peu face à un miroir quand les premiers mots du bébé arrivent? Oui, alors c'est vrai que les gros mots, c'est le truc qui est le qui est le plus étonnant parce qu'on se dit: «Oups, maintenant il répète, il faut qu'on fasse plus attention». Oui, après c'est vrai que ces premiers mots, il y en a qui vont choisir parfois, des mots qu'ils trouvent plus faciles à prononcer, d'autres ils vont, vouloir nommer que des actions, viens, pas là, enfin donc non, c'est vraiment le premier moment, où on arrive à communiquer davantage, même si avant l'apparition du langage et surtout pour les parents qui ont des enfants qui ne parlent pas, très tôt, voilà, te dire qu'il y a plein de manières de communiquer, je veux dire par, les sourires, les gestes, les sons qu'on peut faire, commenter tout ce qu'il fait. Voilà, il faut pas se stresser quand le langage arrive un peu tard, il y a d'autres moyens. Et l'autre truc qui est super avant l'apparition du langage, maintenant ça se fait de plus en plus, c'est de signer avec son bébé. Il y a beaucoup de crèches maintenant qui le font. Et c'est vrai que les parents qui ont appris à signer avec leur bébé la langue des signes, je pense que ceux-là souffrent un petit peu moins quand le langage tarde à venir parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont pu communiquer avant ça. Alors, on va reparler de ces frustrations liées au langage, à l'arrivée du langage, mais le signe avec bébé, en fait, comment ça se fait que bébé est capable d'assimiler des signes avant des mots? Enfin, comment, qu'est-ce qui explique que le bébé va pouvoir acquérir du vocabulaire par signe avant de l'acquérir par les mots? Parce que par rapport à la maturation de son cerveau chez un tout petit, c'est beaucoup plus simple de passer par le gestuel. Donc, il peut s'exprimer plus rapidement avec les. Donc, ça veut dire qu'il faut commencer quand? Dès la naissance à faire des signes? C'est pas très naturel pour les parents, non? Non, mais c'est vrai qu'à partir de 6 mois, c'est quand vraiment alors en plus, quand les gens regardent, un peu sur internet, des signes, on peut en faire plein, plein, plein. Moi je trouve que ce qui est chouette, c'est de pouvoir, comprendre, j'ai faim, j'ai soif, j'ai mal, enfin voilà les choses les plus importantes que parfois en tant que parent on a un petit peu de mal à décoder. D'ailleurs, je fais juste une digression sur ça pour les jeunes parents qui ont des bébés. Je ne sais pas si vous connaissez Kim ou pas. C'est le DBL.
Le Dunstan Baby Language. Oui, vous nous en aviez déjà parlé dans Ça, un c'est premier épisode sur les pleurs du bébé. Effectivement, c'est passionnant. J'invite d'ailleurs nos auditeurs à aller réécouter cet épisode. Mais allez-y, pour ceux qui ne l'ont pas encore entendu, je vous invite à nous expliquer de quoi il s'agit. Eh bien, en gros, là, vous verrez que, alors là, vous trouvez des vidéos sur Internet et pareil, comme pour la langue des signes, vous prenez vraiment les plus simples. J'ai sommeil, j'ai mal, j'ai faim, et vous allez voir que en fait, votre bébé vous parle au travers de ses pleurs, bien avant le langage. Dans ses pleurs, il vous dit plein de choses. Donc ça, c'est vu que là, on parle du langage, les pleurs peuvent vous parler aussi et vous donner des informations. Alors, revenons un petit peu sur la façon dont le langage vient bousculer la famille. Qu'est-ce qu'on observe encore chez les parents, chez les frères et sœurs? Est-ce qu'on peut parler est-ce qu'il y a par exemple un peu de jalousie quand le bébé nomme l'un de ses parents et pas l'autre encore, ou dit le nom d'une de ses mamies et pas l'autre mamie? Est-ce que ça génère un peu de jalousie, ce langage, ce premier langage? Je sais pas si ça fait de la jalousie vraiment à proprement parler, mais c'est vrai que le premier parent qui entend prononcer papa ou maman, c'est un moment très fort. Et quand un enfant dit par exemple que papa, la maman est un peu chagrinée et puis elle attend que donc c'est assez rigolo. Alors, petite confidence familiale, moi ma mère m'a toujours dit que quand un bébé dit pas papa, ça veut dire maman en fait. Maintenant j'ai un doute. D'un point de vue éducatif, qu'est-ce qui découle de ces premiers mots? Est-ce que c'est le moment où on va commencer à demander à bébé de dire bonjour, merci, au revoir? Est-ce que ça y est, on commence à rentrer dans la politesse en fait? Je sais pas si c'est les premiers mots auxquels vont penser les parents par rapport à la politesse. Je parle pour les petits, hein, pour les 1-2 ans. En général, j'ai l'impression que tous ces mots un petit peu ces mots de politesse, les parents, ils y pensent davantage vers 3 ans. Quand c'est les prémices du langage, les gens sont vraiment sur les prénoms, le pain, le lait, dodo, doudou. Enfin, vous voyez, plus des choses du quotidien qui vont nous permettre de communiquer et d'échanger en famille. Bien sûr, on dit merci et tout ça, mais je suis pas sûre que c'est sur ça que les parents insistent le plus. Donc on est plus sur les mots de la routine. Exactement. À quoi ils servent en fait dans l'organisation familiale? Ils vont permettre de fixer ces routines-là? Oui, ça permet de fixer et puis ça permet, comme c'est des choses, vu que c'est la routine, des choses qu'on fait tous les jours, ça permet vraiment de ce qu'on appelle encoder pour l'enfant les mots. Ça veut dire qu'on va être dans la répétition. Oui, ça c'est doudou. Oui, le bain, oui, ça c'est du pain. Enfin voilà, ça permet un petit peu les choses de tous les jours, la couche, dodo. Parce que l'enfant a besoin de répétition hein, pour assimiler en fait. Exactement. En fait, plus on va répéter, plus ça va, oui, ça, ce qu'on appelle encoder dans le cerveau. Ça veut dire que c'est bon, c'est enregistré. Par exemple, pour vous dire ce que ça veut dire encoder, pour que ce soit clair pour tout le monde, je vais vous donner un exemple simple qui est un petit peu pour les plus grands, mais par exemple, quand vous connaissez vos lettres de l'alphabet, si jamais vous savez bien écrire vos lettres, vous êtes capable de le faire sur une feuille en voyant, mais vous êtes capable de le faire dans l'air, dans le dos, de faire semblant, vous voyez, comme ça. Et ça veut dire que c'est clair pour vous, vous savez le faire. Ou sur une feuille sans regarder. Ça me fait penser à un autre phénomène qu'on observe alors aussi sur les enfants un petit peu plus grands, je pense vers 2 ans. Ces enfants qui répètent la même question, mais 100 fois. Il est où papa? Au travail. Il est où papa? Au travail. Il est où papa? Et en fait, on avait trouvé une petite astuce avec l'équipe Bubble, on s'en parlait, et on avait trouvé cette petite astuce de demander à l'enfant. C'est-à-dire que ça fait 15 fois qu'il nous demande « Il est où papa ?» Retournez la question. « Il est où papa ?» Et là, l'enfant répond « Au travail ». Et en fait, il sait très bien où il est, mais c'était pour vérifier. C'était pour... Et ça, c'est génial, parce que c'est une petite astuce qu'on peut donner aux parents, c'est posez-lui, vous, la question. Une fois qu'il l'aura répondu lui, la question s'arrête. La poser, exactement. C'est dingue, hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est rentré dans le cerveau? Exactement. Alors, on parlait tout à l'heure, Aurélie, des frustrations liées au langage. C'est vrai qu'on peut constater certains enfants qui font des énormes colères parce qu'en fait, on les comprend pas. Encore faut-il savoir que c'est parce qu'on les comprend pas. Ouais. C'est pas toujours évident pour le parent que les grosses crises qui arrivent vers 18 mois sont liées au langage, en fait. Oui, en fait, c'est lié à des frustrations. C'est un petit peu comme si vous partiez dans un pays étranger,
que vous ne parliez pas du tout la langue et que vous vouliez, je sais pas, vous avez besoin de faire un truc important et que vous arrêtez pas de parler, vous parlez et vous voyez qu'en face, il comprend rien. Et vous êtes là, mais comment je vais faire en fait? Et à la fin, vous essayez avec les gestes de corps et quand vous voyez que l'autre ne comprend rien à ce que vous dites, c'est hyper frustrant. Déjà, nous, en tant qu'adultes, ce serait hyper frustrant. Donc, on imagine très bien que pour un enfant, parce que lui, il a l'impression que, pour lui, évidemment, sa demande, elle est hyper claire. Et donc, le fait de voir que nous, on comprend rien, ça, évidemment, ça crée des frustrations, de la colère, de l'énervement. Donc, c'est pour ça que si pour les parents qui nous écoutent, qui ont des enfants un petit peu plus grands, qui n'ont pas fait la langue des signes avec bébé, vous pouvez très bien utiliser, maintenant il y en a beaucoup, des supports, voyez, pour les émotions, maintenant tout petits, ils connaissent, donc on peut très bien se servir de supports écrits. Maintenant il y a des petites peluches réversibles, un content, un pas content. Enfin voilà, maintenant on peut trouver quand même beaucoup de choses. Alors évidemment, tout ça ne veut pas dire qu'on ne parle pas à son enfant, on ne se sert que des supports, au même titre que la langue des signes. Pendant qu'on signe, on dit, comme on est avec des enfants entendants, on dit à l'oral le mot. Mais en fait, tout ça ne sont que des supports supplémentaires pour essayer de communiquer au mieux et justement de pouvoir diminuer ses frustrations et que l'enfant se sente compris et entendu. Mais le support sur les émotions, par exemple, il sert à dire son émotion. Il sert donc effectivement à dire qu'on est frustré ou en colère ou triste, mais il sert pas à dire pourquoi. Non, mais maintenant vous pouvez trouver plein de petits pictos sur faim, un biberon. Vous voyez, il y a plein de choses du quotidien qu'un enfant pourrait avoir envie ou besoin. Alors le mieux c'est de faire des pictos qui répondent aux besoins, parce qu'au moins ceux-là on est sûr qu'on les loupe pas, mais on peut trouver plein de petits pictogrammes où du coup l'enfant peut pointer et permet de dire ce qu'il veut. En tout cas ça peut être fait pour les enfants pour qui vous voyez que c'est hyper frustrant pour eux et qu'en fait ils se mettent très fort en colère parce qu'ils ont l'impression qu'on les comprend pas. Il y en a d'autres pour qui ça les gêne moins, on voit que ça glisse plus et que c'est moins important, mais il faut faire en fonction de vos enfants. Et juste peut-être un petit conseil pour les enfants, enfin pour les parents, pour les petits, essayez pour ceux qui ont des tétines de prendre hyper rapidement l'habitude de, pour parler, on enlève la tétine. Voyez, et de lui faire le geste. Quand tu parles, fuite, en gros, tu déplugues la tétine et de lui dire « je ne comprends pas quand tu parles avec la tétine ». Et la deuxième chose, c'est éviter le plus possible de parler bébé. C'est-à-dire que si votre enfant, je sais pas, dit bana pour le pain, ça n'a aucun rapport avec le mot initial et donc ça va lui permettre uniquement de communiquer avec vous. Si jamais il voit d'autres, je sais pas, des auxiliaires à la crèche, enfin n'importe qui de la famille, personne n'aura le dictionnaire de votre enfant. Donc vraiment, même si votre enfant dit bana pour le pain, dire oui, tu veux dire le pain. Et vous... Est-ce qu'il y a un petit, quand même, je rebondis, il y a un petit sentiment de satisfaction quand même côté parent de se dire qu'on est les seuls à le comprendre? Oui, je pense qu'effectivement, il y a de ça, mais il ne faut pas trop s'enfermer là-dedans parce qu'après, ça devient contre-productif et il faut pas qu'on ait des enfants qui aient un complet paralangage qui n'est accessible à personne parce que le but du langage, c'est de communiquer, mais pas de communiquer que avec ses parents. Le but, c'est de pouvoir s'ouvrir aux autres, aux enfants au parc, aux gens qui vont le garder à la crèche. Donc voilà, là, il faut vraiment se dire que peut-être c'est chouette en tant que parent de se dire, moi, j'ai le décodeur, mais c'est pas vraiment lui rendre service pour ses interactions sociales, quoi. Quelle habileté parentale, là, on développe avec cette phase de développement de l'enfant? On apprend à écouter, notamment. On apprend écouter, décrypter, la patience, la répétition, des trucs qui vont nous servir un moment quand même. Effectivement. Merci beaucoup, Aurélie, d'avoir été avec nous pour ce nouvel épisode de l'Écho des berceaux. À bientôt! On termine cet épisode avec un petit récap de ce que l'on a appris. Les premiers mots de nos bébés chamboulent nos petits cœurs de parents. Ces mots nous rassurent, ils nous connectent encore un peu plus. On a appris que le langage prend son temps, qu'il génère des frustrations parfois chez l'enfant, qu'il existe bel et bien des astuces pour calmer ces frustrations, le langage des signes par exemple. On a appris que les parents vont devoir faire attention, leur petite éponge répète tout, et même les gros mots. Oups! Une belle étape qui nous apprend à écouter nos enfants, à décrypter et à les aider à s'ouvrir aux autres, à tous ceux qui, comme nous, les comprendront bientôt. À bientôt pour un nouvel épisode de l'Écho des berceaux.